Bordeaux, milieu des années 30. La ville débutait sa deuxième vie, alors qu'11 heures du soir sonnaient au clocher de l'église Saint-Louis des Chartrons. La pleine lune venait d'allumer les quais de ses doux rayons, laissant se découper sur l'horizon les silhouettes des gros cargos venant du monde entier. Aux errances des marins qui se découpaient sur les ponts, répondaient celles chaloupées, des belles de nuit qui venaient commercer leur tendresse. Marie était de celles-là. Pas de celles qui ont renoncé à leurs plus beaux espoirs, ni de celles qui ne donnent que leur corps aux amants d'un soir. Marie s'abandonnait totalement, l'espace d'un instant, pour s'échapper sous les caresses des hommes et rêver d'un ailleurs plus clément. Ce rêve d'un quelque part, elle le tenait de sa naissance. La seule chose qu'elle savait, c'est qu'elle était née à Bordeaux et que l'assistance publique l'avait baptisée du nom de Marie Basilide, nom glané au hasard du regard sur le calendrier d'un employé d'état civil. Ensuite, sa vie avait ressemblé à celle vécue par ces personnes nées quelque part sans vraiment savoir où. Ballottée de foyer en foyer, elle avait grandi dans la campagne bordelaise, aux alentours de Cubzac. Elle apprit la vie à même les choses, les gens, les bêtes. À 8 ans, elle savait que les enfants se font quelquefois au milieu des champs derrière des meules, dans les granges en hiver, plus souvent que sous les draps. À 10 ans, elle savait ce qu'un homme de 30 cherche parfois à oublier. À 14 ans, son bon cœur et son caractère compatissant eurent raison de son enfance. Distribuant sa tendresse aux gamins du village, elle était devenue femme. Être grosse à cette époque, ce n'était pas bien vu. Elle s'était enfuie à Bordeaux avec 100 francs volés dans la caisse de la poste. De Bordeaux, elle n'avait pas vu grand-chose, travaillant d'arrache-pied comme bonne. Mais une chute malheureuse au 7e mois l'éloigna définitivement d'une future maternité. De nouveau à la rue, il avait bien fallu vivre. Sa féminité était tout ce qui lui restait. Alors elle fut étonnée d'être payée pour donner son corps, comme un poète est rémunéré pour ses vers qu'il aurait volontiers laissé imprimer gratis. Elle n'aimait rien tant que l'heure de la nuit, où, restée seule, elle se souvenait dans le noir de tout ce qu'elle avait vu de nouveau dans la journée, et imaginait le pays de ses rêves, et se promenait où son corps n'avait jamais été, à Paname, Paris la belle, une tour de métal, une étendue de monuments et de palais, des magasins grands comme des villes, des cathédrales, des dômes et des ponts. C'est ce soir-là que Marie rencontra l'ouvrier de son malheur. Elle accepta l'invitation à rejoindre un capitaine de cargo dans sa cabine. Comme à son habitude, elle s'abandonna à tout ce que son humanité pouvait offrir. Quand elle se réveilla, Bordeaux avait disparu. Elle était au milieu d'une immensité bleue, naviguant en direction d'un ailleurs, comme beaucoup d'autres invisibles avant elle. Avec sa pelle à feu, qui a fendu le crâne en deux, à cause de la dans son petit fourneau, il a fidèle dans la toile, devant Capistrano. Sur la mer océan,
Le capitaine, devant les refus répétés de Marie à ses avances, avait capitulé et accepté de la débarquer une fois arrivé à destination, avec l'espoir de pouvoir négocier un billet retour vers Bordeaux. C'est alors que Marie débarqua à Panama, cet isthme au milieu de deux océans, ce no man's land tant convoité par les puissances du monde entier, là où le canal construit par Ferdinand de Lesseps avait éveillé toutes les convoitises et dévoilé les pires scandales. Mais les bateaux vers la France sont rares. La compagnie transatlantique où elle se présenta, dès son arrivée, lui annonça dans un français impeccable le prix du billet retour, 100 $. Est-ce le prix ou le fait d'entendre parler français? Les larmes montèrent aux yeux de Marie. Et comment trouver cette somme pour regagner sa patrie si lointaine? Elle évita de s'installer dans la zone américaine, où les autorités l'auraient aussitôt déportée et emprisonnée dans quelque ouvroir disciplinaire. Comme ses semblables, elle se réfugia dans une ruelle proche des abattoirs. Plus d'une centaine de femmes vivaient là, plus souvent couchées qu'endormies. Avec le peu d'argent que lui avait donné le capitaine dans un ultime remords, elle se trouva une petite chambre à louer où elle placarda un petit écriteau sur la porte avec un seul mot écrit. Un tout petit mot, universel, que tous comprennent et qui serait désormais son nom, Chérie. Dès ce jour, on la vit tous les soirs au El Garto Loco. Un dancing à la mode californienne qui fournissait les danseuses aux consommateurs. De 10h du soir à 2h du matin, le bal mugissait dans la pénombre multicolore battue des ventilateurs. La vingtaine de danseuses restaient assises avant qu'un client vienne leur tendre un ticket de la couleur de leur robe pour les entraîner dans un tourbillon arc-en-ciel des vêtements qui s'envolaient sur la piste de danse.
Quand Marie, devenue Marie Galante, eut un peu d'argent, elle imita ses camarades de danse en louant un rabatteur pour trouver de potentiels clients dès l'arrivée des paquebots. Ce fut Josiah, un vieil homme noir, ancien ouvrier du canal. Marie aimait le gris de ses cheveux et le rose de ses paumes, délicats au regard comme un plumage de papagaï. À la fermeture du dancing, lorsqu'il la raccompagnait, elle aimait l'entendre lui raconter la construction du canal par les Français, les premiers à vouloir percer l'isthme. Josiah et ses milliers de frères, déplacés de leur Afrique natale, y avaient œuvré sous le joug des Français entre fièvre jaune et typhus. La corruption avait rongé la société française et l'avait poussée vers la faillite. Puis les Américains s'étaient emparés du canal, l'avaient assaini en brûlant les nids de moustiques et achevé les travaux. Le canal était devenu leur grande artère vitale. Du chantier français, il ne restait plus rien. La nature en avait effacé les dernières traces. Josiah avait avoué à Marie que l'endroit était devenu maudit, dangereux, interdit, que les nuits, c'était le lieu de toutes les transactions secrètes et malhonnêtes, qu'un homme s'y était fait tuer d'une balle en plein cœur. Josiah semblait retrouver l'espace d'un instant à discuter avec Marie, l'humanité qui lui avait été longtemps refusée. Un jour, lors d'une promenade, Marie eut un grand coup au cœur. Elle se trouva devant un magasin du nom de The Parisian Bazaar. À son entrée, son visage s'illumina devant les ombrelles parisiennes, les bérets basques, les souvenirs français. Le gérant était un gros bonhomme tout embourlé, aux yeux gris, aux mains blondes, aux lèvres molles et au crâne rasé de frais. C'était un Allemand, du nom de Oswald. De la France, il avait connu les villages, les forêts et les fleuves. En 1917, il en avait ramené une vilaine cicatrice sur le torse et un attachement profond pour la France. Tout ce qu'il vendait dans sa boutique de français étaient des parfums fabriqués à Leipzig, des blouses brodées à Berlin, des sacs à main venant de Vienne. Mais cela ne gênait en rien Marie. Dupée, elle achetait tout ce qui lui rappelait son lointain pays. Attendri par la nostalgie de Marie, Oswald lui donna un jour une enveloppe de 12 cartes postales de l'exposition universelle de Paris. Une autre fois, une belle tour Eiffel en métal doré. Bien sûr, contre un peu de tendresse. Oswald semblait retrouver l'espace d'un instant entre les bras de Marie, un peu de la chaleur de sa patrie si lointaine, mélangée à la tiédeur des campagnes françaises. Il y avait un autre homme qui intriguait Marie. Samatsui, un antiquaire japonais qu'elle voyait presque tous les soirs au dancing. Jamais il n'allait avec une autre fille et passait ses soirées à rédiger des haïkus, ces courts poèmes traditionnels japonais. Samatsui n'était pas là pour acheter, mais pour vendre. Dans sa boutique, on trouvait tout ce qu'il ramenait de ses rares voyages au pays. Marie venait souvent lui acheter des charbons parfumés. Samatsui aimait, l'espace d'un instant, contempler Marie, qui lui rappelait la douceur et la volupté des geishas de son pays. Josiah, Oswald, Samatsui et Marie s'étaient trouvés. Ils étaient tous, à leur manière, des exilés. Quand un exilé en rencontrait un autre, c'était la rencontre d'un autre pays. On ne se préoccupait pas de savoir qui il était, il n'était pas question de morale. Ils se retrouvaient car ils étaient tous en manque de leur propre pays. Beautiful girl. Bella francesa. $2. Tu seras content. Entre chez moi. Mets-toi à l'aise. Prends-moi, paye-moi et t'attends. Bah!
Le canal passé sous possession américaine attirait les convoitises du monde entier. On sentait, par l'atmosphère qui régnait dans le pays, que le sort du monde se jouait ici même et allait annoncer les enjeux mondiaux à venir. Derrière leurs activités respectables, Oswald et Zamatsui appartenaient à ce monde secret du renseignement. Il ne fallut pas longtemps pour que tous deux se rapprochent de Marie afin de glaner quelques informations. Entre deux soupirs, lors de leurs étreintes dans l'arrière-boutique, en échange d'un souvenir français, Oswald n'hésitait pas à poser des questions à Marie sur les marins qu'elle recevait au Dancing, sur les bateaux, leur destination, le nombre d'écoutilles, la profondeur de la soute. Mais Marie restait silencieuse à ces appels, perdue dans les délicieuses rêveries du petit cadeau promis par Oswald, évoquant les grands boulevards ou les monuments parisiens qu'elle espérait voir un jour. Ce fut un soir d'été, chaud et pesant, que Zamatsui quitta sa table pour s'approcher de Marie. Elle fut surprise par l'aplomb de cet homme réservé, et encore plus par les révélations qu'il lui fit. Il avait passé du temps à l'observer, à surveiller ses habitudes, comme celle d'aller régulièrement au Parisian Bazaar. Il lui conseilla de ne pas trop s'attacher à Oswald, un homme fragile, selon lui. Il lui avoua enfin qu'il avait compris son désir de retrouver sa patrie et que lui seul pourrait lui permettre de payer le billet retour, en échange, non pas de ses charmes, mais de quelques informations. Marie se leva silencieusement, sans donner ni réponse, ni un regard à Zamatsui.
cieux pour que son esprit s'envole vers Cubzac. Se rappeler les cailloux des vignes qui roulaient sous ses talons, les pêches mûres et les confitures de son enfance engluant ses lèvres, les pigeons des clochers froufroutant dans ses oreilles. Mais ce souvenir ne la rassasiait plus. Jour après jour, elle s'était prise pour le pays perdu d'un amour croissant, doux et cruel comme un désir inexaucable. Au moindre silence, tout ce qui faisait la France s'ameutait en elle. Les drapeaux d'étain, les gros sous, les tramways jaunes, les marches du Grand Théâtre, les bornes kilométriques, les devantures, les plaques des rues bleues, la mie de pain plus légère que partout ailleurs, la semeuse au grand pied des timbres-postes, Paris, Paris qu'elle rêvait sans oser la concevoir autrement qu'une étendue confuse de monuments et de palais, de magasins grands comme des villes, de ponts, de cathédrales et de dômes, avec la tour Eiffel dominant tout de sa silhouette fine et élancée. À la pensée des quelques monnaies qui paieraient un jour les quelques tours d'hélice pour regagner son pays rêvé, Marie acceptait les caresses de tous avec la même joie, comme elle eût accepté des coups ou des blessures s'ils eussent été le prix de son passage. Des Français, elle n'en voyait jamais. Le seul qui vint frapper par hasard à sa porte était un beau jeune homme, radiotélégraphiste d'un navire américain. À ses premiers mots en français, Marie pâlit, comme si elle se fût soudain exposée demi-nue et prostituée à tous les yeux de sa patrie. Elle balbutia l'excuse des femmes et le renvoya vers ses voisines avec un regard triste et tendre, comme si un frère innocemment incestueux l'avait sollicité. Mais avant de s'endormir, souvent, elle embrassait la main qui l'avait touchée. Mais la nostalgie ne paie pas le prix d'un billet retour. Surtout que Marie ne pouvait pas se résigner à ne plus acheter de souvenirs français à Oswald. Ce désir de revoir son pays natal devenait plus fort que tout. Louer sa compagnie ne suffisait plus à mettre de l'argent de côté pour s'acheter ce fameux billet retour. Alors, Marie décida de vendre des informations. Mais qui choisir? Aller voir les Américains, maîtres des lieux, et leur vendre les espions? Oswald? Mais serait-il prêt à payer pour des informations qu'il tentait d'obtenir gracieusement? Samatsui, qui était prêt à la payer généreusement?
Marie, après des heures à contempler les nacres palpitantes de la mer, choisit d'aller voir Oswald, pour qui elle avait une certaine tendresse. Mais quand elle arriva au magasin, un rideau de fer en barrait l'entrée. Elle fit le tour de la boutique et entra par l'arrière. Elle trouva Oswald effondré dans sa chambre. Tout n'était que fièvre et désarroi. Elle ne comprit rien de ce qu'il balbutia, mais elle vit qu'Oswald était sourd. Il marmonnait en allemand. Marie n'en comprit que quelques mots. Hitler, espion, Samatsui, Scheiße. Elle prit la fuite. Tout était confus dans sa tête. Bordeaux, Oswald, Cubzac, Scheiße, billet retour, Paris, Samatsui, espion. Samatsui, le seul qui pourrait désormais lui permettre d'obtenir l'argent nécessaire à son billet retour. Le soir même, c'est elle qui prit place à la table du japonais. Samatsui l'accueillit avec un léger rictus de complaisance. Jour et nuit, l'eau coulait, tiède, parfumée. Puis elle regagnait les nuages lentement pour retomber plus tiède, plus parfumée. La saison des pluies avait commencé, et avec elle, la malaria, le paludisme, la dengue, bref, les fièvres en tout genre. Marie avait demandé à Josiah de l'emmener voir l'ancien chantier français dans le No Man's Land. À leur retour de l'endroit maudit, Josiah fut atteint d'une terrible fièvre, comme une malédiction. Ses forces diminuèrent rapidement, et bientôt le vieil homme ne quitta plus sa chambre. Marie délaissa son travail au dancing pour le veiller.
Sa main tenait celle de Josiah, froide, sans vie. Elle découvrit dans sa paume $1 d'argent que l'homme lui avait légué pour poser sur son front afin de payer Saint-Pierre. Elle se mit à fredonner un chant pur comme une larme, en hommage à cet homme né de l'exil et de l'esclavage. Tout en chantant, elle posa le $1 d'argent sur le front de Josiah. Quel est donc dans la plaine ce grand bruit qui vient jusqu'à nous? On dirait un bruit de chaîne que l'on traîne sur les cailloux. C'est le grand lustre du cru qui passe, c'est le grand lustre du cru qui mangera tous les petits gars qui ne dorment guère, tous les petits gars qui ne dorment pas. Cela faisait des semaines que Marie ne voyait plus Oswald. Le rideau de sa boutique s'était bien relevé, mais ce n'était plus lui qui tenait l'échoppe, mais un autre Allemand, plus sec, plus élancé, blond aux yeux bleus perçants, froid comme la mort. Ce fut un soir, après le dancing, que Marie aperçut Oswald au détour d'une ruelle le long du canal. Elle le reconnut à peine. Il avait maigri. Son visage traduisait l'incertitude, la détresse, le renoncement. Oswald portait le deuil d'une Europe perdue, sous le joug nazi qui n'allait faire que s'étendre, l'éloignant un peu plus de l'Allemagne qu'il avait tant aimée. Il était au bras d'une femme qui lui faisait boire régulièrement des rasades d'une bouteille d'eau-de-vie de Naos. Ivre, il ne reconnut même pas Marie. Elle eut le temps d'apercevoir Tsamatsui échanger un regard complice avec cette femme étrange qui entraînait le gros Allemand ivre le long du canal. Tsamatsui avait toujours ce léger rictus au coin des lèvres. Ce fut la dernière fois que Marie vit Oswald. Quel est donc sur la rivière ce grand bruit qui vient jusqu'ici? On dirait un bruit de pierre que l'on jette, que l'on jette, que l'on jette dans un puits. C'est le grand lustre du cru qui passe, c'est le grand lustre du cru qui mangera tous les petits gars qui ne dorment guère, tous les petits gars qui ne dorment pas. Marie avait fini par atteindre la somme tant espérée pour payer le billet retour vers la France. Il ne lui restait plus qu'à rencontrer Tsamatsui une dernière fois. Ce soir-là, au dancing, Tsamatsui ne lâcha pas les billets de sa main. Il lui demanda de rester et de continuer à le renseigner pour gagner de l'argent facilement. Marie refusa. Comme il ne lui restait que quelques heures à passer à Panama, elle voulut emporter les couleurs qui avaient fait son quotidien pendant 2 ans. Elle alla errer le long du canal, se laissant guider au son des oiseaux-cloches, suivant les parfums de vanille, de mangue et d'aloès. Le cortège de Jacinthe l'entraîna jusqu'au No Man's Land, la zone interdite. Perdue dans ses rêves entre passé, présent et avenir, elle n'entendit pas la mise en garde du soldat américain. L'avait-il vraiment prononcé ? Sur
pas le temps d'entendre la fin de la détonation avant de s'effondrer. C'est tous les paysages bordelais de son enfance qui reprenaient forme devant elle alors que ses yeux se fermaient peu à peu. Les fumées de Cubzac montèrent doucement. Dans son cœur, les pigeons se laissèrent tomber du clocher au premier coup d'Angélus. Le soleil se couchait en elle, derrière la prairie des Rémoninques. L'alouette chanta une dernière fois dans ses oreilles. Elle naviguait sur les eaux de la Gironde. Le bateau portait son nom, Marie Galante. Elle était bien, heureuse, de retour enfin au pays de ses désirs.